Salut tout le monde, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, cette fois-ci, pas d'informations, pas de leak ou quoi que ce soit, on va parler de potentiel. Et quand je dis de parler de potentiel, cette vidéo, on va parler des 5 decks que je rêve d'avoir dans Cyberpunk TCG. Le jeu, il n'est pas encore sorti, on n'a pas encore d'annonce sur comment le gameplay va être, etc. Mais en tant que grand fan de TCG, grand fan de Cyberpunk, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer quel deck on pourrait avoir et quel deck je rêverais de voir dans Cyberpunk TCG. Dans cette vidéo, on va passer sur la scène. Cette vidéo, à chaque fois, on va parler des 5 decks, on va les faire en plusieurs parties. Petite 1, on va présenter le lore et le concept qui englobe le truc dont on va parler. Vous allez comprendre juste après. En deuxième point, on va dire pourquoi je les veux absolument, pourquoi je veux avoir ce concept, ce personnage, ce lore dans le TCG. Et en troisième, les idées d'effets qui pourraient correspondre au deck, et comment je vois un peu la chose. Une de mes passions principales, c'est de créer des fan cards, donc des fausses cartes avec des idées dessus, d'effets, pour coller un peu à l'univers du TCG, à l'univers que ça reproduit. C'est une de mes passions et j'ai un peu reproduit ça pour cette vidéo, vous allez voir. Alors, on va pas attendre plus longtemps, on va pouvoir tout de suite s'y mettre. On va commencer ce top 5 des decks que je veux absolument voir avec en numéro 5, la Trauma Team. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Trauma Team, c'est une équipe d'intervention médicale super armée, etc. Ce ne sont pas des médecins, ce ne sont pas des docteurs, il faut imaginer que c'est des ambulanciers. Des ambulanciers qui sont une corporation, qui ont pour objectif de faire en sorte que leurs abonnés reviennent en vie et accès aux soins le plus vite possible. La Trauma Team, ils ont une particularité, c'est que c'est quand même bien corpo, dans le sens où ils vont pas soigner des gens, ils ne vont pas sauver des gens s'ils ne sont pas abonnés, s'ils n'ont pas payé leur formule d'abonnement, etc. On est au summum du truc, c'est-à-dire t'as pas payé, t'as pas ton abonnement, t'as pas ton, tu as pas ton contrat, eh bien tu ne seras pas sauvé. Il faut bien préciser que c'est pas des soigneurs, hein, d'ailleurs, hein. Ils ne sauvent personne, ils ne sauvent personne, ils ne soignent pas les gens, ils font le minimum pour les maintenir en vie, pour les amener à un hôpital, chez un médecin, chez un charcutoc, etc. Mais ce sont uniquement une équipe militarisée d'ambulanciers, c'est ça qu'il faut se dire. La Trauma Team, elle a un impact très important dans l'univers du cyberpunk en 2077 et même en règle générale, parce que, ils ont une certaine importance, notamment dans les TTRPG, parce que, soit ils vont pouvoir sauver les joueurs s'ils ont eux-mêmes un package ou un abonnement à la Trauma Team, ou alors ils vont être des ennemis qui vont attaquer le joueur parce qu'ils auront attaqué quelqu'un qui aura eu un abonnement Trauma Team. Chose qui me déçoit un petit peu dans le jeu de Cyberpunk 2077, c'est que il y a quasiment personne qui a d'abonnement Trauma Team. La Trauma Team, quand tu tues des personnages, ils vont jamais trop venir se ramener et être présents. Ça arrive très rarement dans le jeu. Ça arrive au début, pour la présentation, pour la mise en place de l'univers, etc. Mais on les revoit plus tant que ça après, alors que la Trauma Team, c'est un point très important de Cyberpunk. C'est une des corporations les plus importantes qui est vraiment très présent dans l'univers de Cyberpunk. J'adore la Trauma Team. J'adore le concept de t'as pas d'abonnement, tu seras pas sauvé. Enfin, le concept est affreux, hein, évidemment, qu'on se dise, mais dans un univers cyberpunk, le concept en lui-même, je l'adore. Et la Trauma Team, il y a moyen de faire beaucoup de choses avec. On va pouvoir en parler après. Pourquoi je veux la Trauma Team? Parce qu'il y a tellement à raconter sur la Trauma Team et il y a tellement à utiliser pour faire des bonnes cartes, un bon deck, etc. La Trauma Team a eu le droit à un comics, donc adapté dans l'univers de Cyberpunk 2077, où on y découvre certains personnages, comme par exemple... alors attendez, parce que du coup, il faut juste que je me chope mon document. Hop, je sais pas si... Voilà.
Comme par exemple Nadia, Dobbs, etc. On a Bob Jones, qui est un personnage important du TTRPG, mais qui n'est pas dans l'univers Cyberpunk 2077. La Trauma Team, il y a moyen de faire des trucs de fou furieux avec. Je vais pas vous spoiler, et je vais pas vous raconter l'histoire du coup de la bande dessinée autour de la Trauma Team, parce qu'elle est incroyable, mais voir une carte de Nadia, qui est le personnage principal que vous avez juste là, ou d'autres personnages, essayer de représenter un peu tout ça, ça me ferait extrêmement kiffer. Il faut savoir qu'actuellement, dans le TCG, on a déjà une carte qui représente la Trauma Team, et c'est Emergency Atlus. Bon, elle a de Trauma Team que le fait qu'il y ait la Trauma Team dessus. Sinon, elle n'a pas d'effet qui pourrait faire correspondre à quoi que ce soit de la Trauma Team. Faire flip une de ses légendes. Si on imagine que Legend est flip face cachée quand elle est battue, si c'est ça dans les règles, oui, effectivement, ça fait un peu Trauma Team. Sinon, sinon, je vois pas trop le truc. Moi, comment j'imagine un deck Trauma Team, comment pourrait tourner un deck de un Trauma Team. On va en parler juste maintenant. Pour moi, un deck Trauma Team, j'imagine que ça va être un deck de fast attack, donc qui va réussir à faire en sorte de faire des attaques puissantes et de jouer beaucoup de cartes rapidement, en utilisant des effets, comme notamment le fait de mettre des équipements, des packages, des assurances Trauma Team. Donc, alors cette carte-là, donc c'est une fan card, c'est moi qui l'ai faite, ce n'est pas une carte officielle du tout. Oubliez cette carte, j'ai pas une avant-première, c'est moi qui l'ai faite, hein, c'est fait maison. Comment j'imagine le deck? C'est un deck qui pourrait, avec la mort de ses unités, ou avec la baisse de points de vie, on verra comment ça se joue, mais avec la mort des unités, s'ils sont équipés d'une carte équipement, donc une carte gear, d'un package Trauma Team, ils activeront un effet qui va permettre de jouer une carte Trauma Team. Ça permettra déjà de respecter le lore, parce que du coup, quand une carte est tuée, quand un personnage est tué, la Trauma Team arrive pour le sauver. L'effet que j'ai donné à la carte, c'est que quand l'unité qui est équipée par le Platinum Package est flatline, donc est tuée, en défaussant cette carte et en retournant l'unité à la main, vous pouvez jouer une carte, une unité de type Trauma Team, avec un coût de 4 ou moins sans payer le coup. Pourquoi le retour à la main? Ça permet de correspondre l'aspect, la Trauma Team les emmène à l'hôpital, ne les sauve pas, donc elle ne va pas la laisser jouer, et il ne va pas non plus mourir et juste se battre, elle va l'envoyer à l'hôpital, donc en main, où la carte pourra être rejouée, parce que elle est sauvée en soi, elle a été emmenée à l'hôpital. C'est pour moi une super idée, je trouve, pour inclure l'aspect de la Trauma Team qui débarque quand quelqu'un qui est assuré meurt. En exemple de deck qui fonctionne à peu près pareil, j'ai le deck Necromon de Digimon. Vous allez voir, il y aura beaucoup de Digimon dans les exemples parce que je suis un ancien joueur de Digimon, donc mes meilleurs exemples sont dans Digimon. Necromon, il a comme effet, c'est un deck qui va s'auto-tuer. Il va s'auto-tuer, et en s'auto-tuant, il va permettre d'aller activer des effets, de jouer d'autres cartes de la corbeille, enfin de la trash, de la défausse, gratuitement, et c'est un peu cette idée-là que j'aimerais qu'on ait dans le deck Trauma Team. C'est un deck qui va pas hésiter à aller se sacrifier, qui va pas hésiter à aller se tuer pour activer ses assurances, et ainsi pouvoir jouer d'autres cartes derrière. Donc les cartes auront fait leur taf, se sacrifieront pour aller rejouer une autre carte qui va faire un taf différent que la carte qu'on vient de sacrifier. Je trouve que c'est déjà c'est un bon archétype de deck en règle générale dans les TCG, que j'aime bien, le fait de se sacrifier, mais du coup, associer ça avec l'aspect gear, assurance que vous pouvez associer à vos personnages, ça respecte énormément le TTRPG, parce que les assurances Trauma Team sont considérées comme des équipements basiques que vous pouvez avoir dans Cyberpunk, mais là, du coup, on l'aura comme ça dans le jeu. J'adorerais l'idée, et je surkifferais que ce soit comme ça. Voilà, c'était tout pour la Trauma Team. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de l'idée, etc. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas également à les proposer dans les commentaires. On va passer au deuxième deck que je veux absolument dans Cyberpunk TCG, un deck Adam Smasher. Alors, avant de commencer, on va déjà dire qui est Adam Smasher.
Je pense que là, je vais pas avoir besoin de passer 15 ans dessus. Adam Smasher, c'est le merc le plus populaire de tout Cyberpunk. C'est une légende de Cyberpunk, il est connu pour être un monstre indestructible, un truc intuable. Le mec, il est à 95% bionique, il a quasiment plus rien de chair d'humain en lui, et c'est connu pour être vraiment l'un des mercs les plus puissants de tout le lore cyberpunk. Pour vous donner un exemple, c'est un peu comme Tiamat dans Donjons et Dragons. Si ton MJ il te le met sur la gueule, tu dois pas le combattre, tu dois juste t'enfuir. Et ben Adam Smasher, pour moi, il faut que dans le TCG ça représente ça, et on va en parler maintenant. Pourquoi je veux ce deck absolument? Ah, alors, avant de parler de pourquoi je veux ce deck absolument, parlons du fait qu'Adam Smasher a déjà une carte d'annoncé. Voilà. Donc la carte, voilà, prenez-en ce que vous voulez, c'est une carte juste de test, bêta, qui n'a pas trop d'informations plus que ça. C'est une carte qui a été là pour présenter juste le TCG et son existence, mais elle me dérange un peu cette carte, parce que imaginez qu'Adam Smasher a 4 de puissance, alors qu'on a vu des Takemura qui en ont 7, et avoir 3 de playcost qui peut être potentiellement un playcost léger, je trouve que c'est pas fou pour le Merc of All Merc. Son sous-titre, c'est le Ender of Legend, le tueur de légende, si vous préférez. Je trouverais ça pas fou qu'il soit une carte faible. Pour moi, Adam Smasher, il ne faut pas qu'il soit juste une carte dans un deck Arasaka, il faut pas que ce soit juste une unité comme ça. Pour moi, il faudrait que Adam Smasher soit vraiment le boss monster du deck, celui où vous allez construire votre deck autour de lui pour le rendre ultra puissant et ainsi qu'il soit quasiment instoppable par l'adversaire. Donc, on va pouvoir passer à ce que j'imagine pour ce deck. Pour moi, il faudrait que le deck Adam Smasher soit un deck lent à mettre en place, très lent à mettre en place, qui soit dur à garder le tempo, mais qu'une fois que c'est sorti, il faut réussir à le stopper. En bon exemple de decks qui font à peu près la même chose, on pense à Cthulhu. Cthulhu dans Hearthstone, c'est un deck qui va prendre un peu son temps, qui va set up un peu ses trucs avant que Cthulhu arrive et il va avoir cette puissance, va pouvoir aller amener cette puissance parce qu'on va évidemment pouvoir réussir à augmenter l'attaque des monstres sur le board pour que quand il arrive, et ben, son attaque elle soit augmentée et qu'il puisse aller foutre cette puissance partout sur le board adverse. En autre exemple, j'ai Mother des Reapers. C'est une carte qui, en elle-même, au début, est faible. Vous continuez à lui donner des ressources au fur et à mesure de la partie pour finir en sortant un des Reapers qui va pouvoir bourlinguer l'adversaire et le défoncer quasiment en un seul tour. Pour moi, il faut que le deck Adam Smasher il soit pareil. Il faut qu'au début ce soit lent, il faut qu'on prenne notre temps, qu'on se set up, qu'on fasse en sorte d'éviter que notre adversaire il aille trop vite pour pas nous battre avant, et que quand il faut, quand ça y est, on sort Adam Smasher, et Adam Smasher va avoir des effets qui vont être uniquement puissants si on aura fait bien tourner le truc et qu'il sera arrivé à sa pleine puissance. C'est pour moi la meilleure manière de représenter la menace pesante qu'est Adam Smasher. Il faut qu'Adam Smasher, vous ayez peur du moment où il va débarquer sur le board. Il faut que vous sachiez que quand votre adversaire joue le deck, vous redoutez le moment où Adam Smasher va arriver, parce que c'est que vous signez probablement la fin de la partie si vous n'êtes pas préparé à temps. Voilà comment j'imagine le deck Adam Smasher. Maintenant, on va pouvoir passer au top 3. En troisième position des decks que je veux dans Cyberpunk TCG, en top 3, le deck Samouraï. Alors, le deck Samouraï, vous allez sûrement vous dire, ok, donc un deck avec les personnages de Samouraï, je vois l'idée, je vois pas trop comment on peut construire ça. Alors, d'abord parlons de ce qu'est Samouraï. Samouraï, c'est un groupe de rock très populaire dans l'univers de Cyberpunk, surtout dans le TTRPG, parce qu'ils ne sont plus actifs dans 2077, et d'ailleurs on va en parler. C'est un groupe de rock qui a un peu cet aspect très rebelle contre la société, contre les corporations. Enfin, on a tous joué, on avait tous Johnny avec nous, on a compris l'idée. Maintenant, pourquoi je parle du deck Samouraï? Alors déjà,
Pourquoi je veux le deck samouraï dans le TCG? Eh ben, parce que, tout simplement, ils ne sont tellement pas assez représentés dans Cyberpunk 2077. Très honnêtement, à part le logo de samouraï, qui est partout, partout, partout. Samouraï, à part une mission avec Bess Isis et vite fait les membres du groupe et tout, ils ne sont pas là. Ils n'ont pas d'importance outre que ça. Le seul personnage important, c'est Johnny, et ce qui est normal parce que c'est l'un des personnages les plus importants dans le TTRPG, mais en soi, le groupe samouraï est pas important du tout. Une des seules scènes qu'on a dans Cyberpunk TCG, bah, c'est celle dans Cyberpunk 2077, c'est celle-là. Et je trouve ça vraiment dommage, en plus avec un random, je trouve ça vraiment dommage bah, de pas avoir plus mis Samouraï en avant. Et je trouve que, pour moi, le TCG, c'est une très bonne façon de mettre Samouraï en avant, mais le groupe tel qu'il est. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis les membres du groupe à l'époque, donc à l'époque où le groupe était formé, pas celui de 2077, parce que comme ça permet de vraiment mettre en avant que j'aimerais un deck qui tourne autour du groupe. Voilà pourquoi je veux un deck samouraï. Je veux qu'on fasse tourner un deck autour du groupe. Le groupe samouraï. Que le deck fonctionne ensemble. Il faut que pour que le deck fonctionne, vous ayez les membres du groupe samouraï au complet pour augmenter le tempo. Il faut savoir qu'actuellement, la seule carte samouraï qu'on a, c'est un petit aperçu vite fait d'un Johnny Silverhand qu'on voit au fond, perdu dans un trailer. C'est tout ce qu'on a. Voilà, c'est tout ce qu'on a. À mon avis, il sera clairement pas lié à un deck samouraï ou quoi que ce soit. Il sera juste là pour accompagner V et être une carte qui va être juste en merc solo avec son propre effet, mais pas pour un archétype samouraï. Maintenant, pour parler de comment je vois un deck samouraï. C'est très simple, je l'ai dit avant, pour moi, il faut un deck où seules les cartes vont être faibles, mais vont gagner en puissance au fur et à mesure que on va assembler le groupe. En deck d'exemple, j'ai les Murlocs dans Hearthstone. Les Murlocs, quand vous avez un Murloc, ils sont pas fous. Les cartes sont pas très fortes. Par contre, quand vous avez un board de Murlocs, ils ont tous des effets qui vont fonctionner entre eux, se donner de la puissance, et vont ainsi être tous beaucoup plus puissants. En autre exemple, j'ai évidemment les Slivoïdes, qui ont un peu la même chose, c'est-à-dire que seuls, ils sont pas très forts, par contre, dès que vous avez d'autres Slivoïdes, là, ça devient une autre histoire. Et dans une autre mesure, pour parler plus du thème du deck, le deck de la musique, qui va, pareil, faire en sorte de jouer une genre de mélodie, où on va pouvoir donner des effets, protéger ses autres cartes musique, etc. Le truc, bon, c'est qu'actuellement, tous les decks Yu-Gi-Oh! Font à peu près ça, mais c'était pour vous ayez un peu l'idée. Du coup, comment j'imagine le deck? C'est un truc comme ça. C'est que vous commencez votre partie avec votre première légende d'un membre du groupe samouraï que vous allez retourner, qui va être pas très fort, vos unités vont être un peu faibles, et au fur et à mesure que la partie commence, plus vous retournez des légendes du type samouraï, du groupe samouraï, eh bien, vous donnerez plus de puissance à vos cartes. Ils auront des effets qui vont gagner, qui vont s'accumuler. Pour donner un exemple, j'ai fait cette carte de Denny du groupe samouraï. Pourquoi Denny? Parce que j'avais envie de faire autre chose que Kenny Eurodyne et Johnny Silverhand. Denny, du coup, je vais donner comme effet que pour chaque samouraï, chaque légende de type samouraï qu'on a de face retournée, toutes nos unités samouraï gagnent plus 1 de puissance quand ils attaquent. Ce qui veut dire que si vous avez plusieurs cartes samouraï de retournée, elle va donner plus 2, plus 3. Donc elle va gagner en puissance au fur et à mesure que le deck va assembler son groupe de musique. Et à la fin, quand le groupe samouraï sera complet, il sera à son paroxysme de puissance. Une des idées que j'avais par rapport à ça, qui m'est venue, c'est cette ville dans Pokémon Noir et Blanc 2. Ou Noir et Blanc, je sais plus. Mais en tout cas, cette ville, donc la ville du pont, elle a une musique qui, au tout début, est classique, et quand vous parlez à certains PNJ, va ajouter de la mélodie. Je mettrai la musique en fond sur le montage. Va ajouter des mélodies, va ajouter des instruments.
Et à la fin, quand tous les instruments seront ajoutés à la musique, vous aurez parlé à tous les PNJ, vous aurez la vraie musique complète, avec tout ce qu'il y a. Eh bien, j'aimerais qu'on ressente pareil avec un deck samouraï. J'aimerais que, quand, à la fin, on a assemblé notre deck, on le voit fonctionner parfaitement. Que tout fonctionne l'un avec l'autre, que le deck, il donne vraiment cet aspect de on est un groupe de musique et on fonctionne les uns avec les autres. Voilà. C'est l'idée que j'avais pour un deck samouraï. Vous pareil, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, on va pouvoir parler du top 2 des decks que je veux voir dans Cyberpunk TCG. Alors celui-là, il va être plus en mode parce que je sais que les gens vont vouloir en parler, donc je l'ai mis dedans, mais vous allez voir que j'ai une take un peu différente. Numéro 2, un deck Edge Runner. Alors là, vous allez me dire, oui, bah, c'est évident, on est tous fans de Edge Runner, si on est fan de Cyberpunk, on est tombé amoureux d'Edge Runner. Sachez que moi, apprendre que un de mes univers préférés, le Cyberpunk, allait être adapté par mon studio d'animation préféré, le studio Trigger, et en plus de ça, dirigé par Hiroyuki Maichi, mon réalisateur préféré, j'étais comme un fou. Hein. Mais du coup, Edge Runner, pour moi, il y a moyen de faire des trucs de fou. Et surtout, j'ai ma petite idée de comment on peut être. Déjà, Edge Runner, je vais pas en parler 15 ans parce que tout le monde sait ce que c'est, mais Edge Runner, c'est la série d'animation adaptée de l'univers de Cyberpunk 2077, donc qui se situe à l'époque de Cyberpunk 2077, 2076 du coup pour le cas d'Edge Runner, mais vous avez ces idées. Et on suit David, qui est du coup un jeune street kid de Night City, qui va perdre sa mère, qui va installer un implant et se retrouver embarqué dans une équipe de runners de Night City, et va se retrouver imbriqué dans plein d'histoires. Cette équipe de runners, pour moi, c'est là où il faut mettre toute l'importance. Cette équipe de runners, il y a plein de personnages potentiels. Plein de personnages, et il y a moyen du coup de faire plein d'archétypes différents autour. Parce que du coup, vous pouvez assembler les cartes pour les faire fonctionner un peu différemment. On pourrait imaginer 1001 façons de faire fonctionner les choses. Par exemple, vous pouvez avoir une équipe pré-David, avec Sacha, donc Sacha qui est un personnage de l'équipe de Main, qui n'apparaît pas dans la série parce qu'elle apparaît dans le clip musical de l'ending de la série. Sacha, on pourrait l'avoir dans une équipe pré-David, avec un type de fonctionnement différent. On pourrait faire tourner un truc plus autour de la cyberpsychose avec Main directement. Un truc beaucoup plus poussé, amélioration du corps, etc., avec des cyberimplants post-Main. On pourrait vraiment avoir plein de choses à faire avec cette équipe. Je vais vous parler un peu de l'idée que j'ai, moi, avec cette équipe juste après. Pour parler du TCG actuel, la seule carte qu'on a, c'est Lucina Kushinada, qui est donc la carte offerte aux gens qui s'abonnent à la newsletter du TCG. Elle a pas trop d'infos à nous donner. Hein. Elle a un keyword overclocking qui nous donne pas trop d'informations, parce qu'en plus, on sait pas trop si c'est un keyword ou un type, parce que là, actuellement, l'emplacement de l'effet, il est là où sont situés les types des cartes. Donc ça a plus l'air d'être un type, sauf que overclocking, je vois mal un type overclocking. Enfin bref, et en plus, elle a pas d'effet, elle a juste une citation. Donc, à voir comment cette carte s'adaptera. En tout cas, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Donc, on n'a pas possible de se fixer des idées. Maintenant, pourquoi je veux un deck Edge Runner? Parce que, comme dit, on peut faire 1 milliard de trucs. Mais surtout, une des idées que j'avais qui pourrait être très très cool, c'est de faire un deck évolutif. Alors, pour que vous saisissiez l'idée de ce que je veux dire par un deck évolutif, j'ai pris l'exemple du dragon armé level 7 dans Yu-Gi-Oh! Le deck les decks à level, en général. Ce sont des decks qui vont faire évoluer leurs cartes d'une façon ou d'une autre. Moi, ce que j'imaginais, avec le deck Edge Runner, c'est qu'on est sur des personnages qui vont constamment évoluer. Évoluer par leur péripéties, évoluer par ce qui va se passer dans leur vie, etc.,
Et on voit cette évolution à travers de la série, du manga qu'il y a eu également. On voit tout ça, et je trouve que, pour moi, faire un deck avec des personnages qui évoluent, c'est ce qui colle le mieux à l'univers et au thème de Edge Runner en règle générale. Ici, j'ai décidé de prendre l'exemple de Rebecca, et de lui donner un effet. Si vous avez vu la série, vous allez comprendre. Quand une unité de type Edge Runner est tuée, cette carte gagne plus 5 de puissance, et vous pouvez attacher Guts, donc le nom de son arme, donc un équipement qui s'appelle Guts, à cette carte sans payer le coup. Et elle a l'effet Go Solo pour pouvoir aller se battre après. Alors, les sets de puissance, c'est juste que j'ai pas trouvé de truc joli pour changer le set. Donc imaginez qu'elle a pas 7. Sinon c'est broken, hein. 7 plus 5, ça a l'air d'être vraiment violent. Vous avez compris un peu l'idée. Attention, spoil de Edge Runner, si jamais vous n'avez pas vu. Mais Pilar, dans la série, meurt, et ce qui va pousser Rebecca à aller se battre et à s'améliorer. Je trouve que ça colle parfaitement de faire un deck de ce calibre-là pour Edge Runner. On peut avoir un V qui va permettre que, imaginons une unité V, qui fait que quand une autre carte Edge Runner est détruite, il va pouvoir aller chercher une autre carte V, mais le V post-main, et évoluer sur le V pré-main. Et donc avoir des cartes qui vont permettre d'évoluer. On va pouvoir voir l'évolution des cartes, la façon dont la mort des autres personnages va affecter les personnages qu'on a actuellement. Je trouve qu'il y a moyen de vraiment mettre ça en avant. Et en fait, il y a moyen de faire beaucoup de choses avec la série Edge Runner, et avec tout ce qui entoure, il y a moyen de faire des folies. Voilà, j'en ai fini avec le deck Edge Runner. On va pouvoir passer au haut du panier. Un deck que je veux absolument voir dans Cyberpunk TCG, le deck Blackwall. Alors, qu'est-ce que le Blackwall ? Le Blackwall, c'est un genre de mur cybernétique installé par la corporation Netwatch pour empêcher les Rogue AI, donc les IA malfaisantes, de venir foutre le bordel dans le monde. Alors, petit cours d'histoire. En gros, il y a longtemps, un runner du nom de Rach Bartmoss a créé des IA tellement dévastatrices qu'elles ont détruit l'ancien net, l'ancien Internet. Ces IA étaient tellement dangereuses que la corporation Netwatch a été obligée de construire un nouvel Internet et de créer un mur qui s'appelle le Blackwall, qui contient les IA malfaisantes derrière ce mur. C'est l'un de mes concepts préférés de tout Cyberpunk. L'idée qu'il y a un côté enfermé de l'autre côté d'Internet où il y a littéralement la fin du monde qui y est. Si vous avez joué à Cyberpunk 2077, et plus précisément si vous avez joué au DLC, Phantom Liberty, vous avez peut-être vu les équipements liés au Blackwall et ainsi liés aux IA, aux Rogue AI, qui est incroyable parce que vous allez avoir une vraie liaison avec ces IA et voir à quel point elles sont démoniaques, et à quel point elles ont cet aspect vraiment très dangereux, mais calmement dangereuse. Calmement, genre c'est la fin. C'est la fin de tout. C'est un concept que j'adore. Le Blackwall, c'est un truc qui est en vrai assez bien représenté dans Cyberpunk 2077. Encore plus dans le DLC. Mais ça reste un de mes concepts préférés. Et je trouve qu'il y a moyen de faire des choses incroyables pour le TCG. Maintenant, pour parler vite fait un peu de ce qu'on pourrait retrouver dans l'univers d'un Blackwall pour un deck Cyberpunk TCG, on va parler évidemment des personnages qu'on pourrait avoir. Évidemment, on pense à Rage Bartmoss. Rage Bartmoss, le créateur des IA malfaisantes. Alors, il n'a pas créé le Blackwall, mais c'est créateur, il en est la cause. Donc, il pourrait avoir, si jamais c'est lui, hein, si vous posez la question, mais on pourrait avoir vraiment un truc fou autour de lui, de l'avoir en mode de créateur, etc. On pense évidemment à Songbird, donc à Somi, qui
est capable d'utiliser le Black Wall, est capable de relâcher les IA du Black Wall sur les gens. Vous saisissez un peu l'idée de ce qu'on pourrait l'avoir dans un deck Black Wall, évidemment. Et évidemment, Alt Cunningham, qui a transféré sa pensée derrière le Black Wall pour se protéger d'Arasaka. Ce sont des personnages qui sont liés d'une façon ou d'une autre, et qui sont liés, très 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 liés au Black Wall, et donc on pourrait vraiment voir dans un deck Black Wall. Maintenant, comment, surtout pourquoi je veux un deck Black Wall? Parce que, déjà de 1, c'est mon concept préféré ever lié à Cyberpunk, et surtout, il y a moyen, mais de faire une folie furieuse, c'est-à-dire un de mes trucs préférés. Et on va en parler tout de suite. Comment j'imagine ce deck? Pour moi, il faut que le Black Wall soit une carte, mais très très dure à jouer parce qu'elle va te donner des désavantages, mais que plus tu avances dans la partie, plus tu utilises ces désavantages pour toi, plus tu vas mettre ton adversaire face à un danger incroyable. J'ai comme exemple les cartes de Yggdrasil. D'ailleurs, c'est très drôle parce que c'est deux Yggdrasil. Yggdrasil de Digimon et le Yggdrasil de Force of Will. Pardon, je cherche le nom. Ces deux cartes, elles ont comme particularité d'avoir un effet restrictif. Le cas de Yggdrasil dans Digimon TCG, il va faire en sorte que tous tes Digimon ne peuvent pas évoluer. Voilà. C'est très simple en soi comme effet, mais il empêche les Digimon d'évoluer. Dans Digimon, évoluer, c'est quand même un des concepts les plus classiques. Toutes les cartes évoluent. Lui, il empêche les cartes d'évoluer, il va donc te restreindre, mais cette restriction, avec ses effets, il va permettre de jouer pour moins cher des grosses cartes, que tu vas pouvoir jouer sans évoluer, qui vont avoir des effets puissantes, et donc, au fur et à mesure que tu vas le charger, pour rendre tes cartes encore plus faciles à jouer, et créer ce côté, oui, je me suis associé à quelque chose qui me donne des avantages, mais regardez un peu l'avantage que ça me donne. Pour Yggdrasil de Force of Will, pareil, il t'interdit d'avoir autre chose que des cartes solarisation dans ton deck, il t'empêche, au début de la partie, de gagner de la vie, et de faire plein d'autres choses. Mais il a des effets qui, pareil, vont te donner beaucoup d'avantages. Et j'imagine un truc vraiment pareil pour une carte Black Wall. Vous l'avez juste là, c'est comme ça que j'imaginerais une carte Black Wall. C'est une légende qui va te donner un désavantage. Alors là, j'ai mis qu'on ne peut pas utiliser de programme ou de gear avec un cost de 5 ou moins. Je sais pas si c'est vraiment très désavantageux ou pas, vu qu'on connaît pas trop encore les règles. Mais j'ai mis ça en mode, vu que tu te lies au Black Wall, si tu utilises des programmes ou du cyber équipement qui est de basse qualité, tu vas forcément te faire corrompre par tes propres IA. Mais du coup, en deuxième effet, et là je le lis à un autre truc que je trouve trop cool, c'est le fait de jouer des cartes sur le board adverse pour le désavantager. Et j'ai créé donc l'effet, quand vous retournez une Legend Netrunner, parce que voilà, les Netrunners, on imagine qu'ils peuvent utiliser leur vie, on va imaginer ça, vous pouvez invoquer un Rogue AI, donc une IA malfaisante, en token, sur le board adverse. Et ce token n'a pas de puissance, donc il ne peut pas nous attaquer en retour, il n'est d'aucune couleur, et il a comme effet qu'à la fin du tour, il choisit une de ses unités et il la détruit. En gros, il va prendre le contrôle d'une unité et la détruire. Ce qui fait que vous allez jouer un token en face, et ce token va être une bombe à retardement sur le board adverse. Parce que du coup, ça veut dire que vous avez sur votre board, votre adversaire a joué sur votre board une carte qui est une bombe à retardement, qui va dire qu'à la fin du tour, il va détruire une de tes cartes. Parce qu'il va aller attaquer la carte. Déjà, c'est extrêmement fort, parce que ça met en valeur l'aspect des IA ultra puissantes et ultra dominantes qui peuvent tuer littéralement tout le monde. Et surtout, ça met en avant le côté que on relâche le Black Wall, à la même façon que Somi Songbird le fait, on va relâcher le Black Wall, et on va relâcher ça sur l'ennemi, qui n'a aucune façon de stopper les IA et le Black Wall qu'on lui a mis dessus, il va devoir faire avec,
et trouver soit une carte à sacrifier parce qu'il veut mettre une carte pas chère pour la sacrifier au token, soit juste trouver une façon ou une autre de se débarrasser de sa propre carte qu'on lui a mis sur son board. Je surkiffe l'idée, j'aimerais tellement que ce soit quelque chose comme ça, je vous en supplie. Je rêverais de voir une carte Blackwall qui a cet aspect de carte très restrictive pour l'utilisateur, donc très dur à jouer, mais qui est d'une puissance folle et qui permet de faire jouer avec, avec le mindset de l'adversaire. C'est la carte et c'est le deck que je veux le plus dans Cyberpunk TCG. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. On aura parlé donc des top 5 des decks que je veux le plus voir dans Cyberpunk TCG. En tout cas, moi, j'attends dans vos commentaires de voir aussi quel deck vous aimeriez bien voir dans Cyberpunk TCG, quelle carte et quel personnage vous aimeriez voir, et on se dit bientôt, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo dès qu'on aura plus d'infos. Moi, je vous fais la bise à tout le monde. Allez, ciao mes tchoums, et on se dit à bientôt.